Bonjour Edoui Plenel, journaliste cofondateur de Mediapart. Merci d'être avec nous ce matin sur RMC et BFM TV. Mediapart a bien sûr publié de nombreux articles sur l'affaire de la mort de Steve Mayakanisso à Nantes, après l'intervention de la police dans la nuit du 21 au 22 juin. Vous avez lu, j'imagine, hier dans Libération, les explications des responsables de l'IGPN qui disent « Nous n'avons pas eu la volonté de blanchir qui que ce soit, on ne dit pas circuler, il n'y a rien à voir ». Est-ce qu'Édouard Philippe a parlé trop vite quand il a présenté la synthèse de ce rapport, ou est-ce que finalement ce rapport de l'IGPN ne sert à rien ? Sans aucun doute, Édouard Philippe a parlé trop vite et son ministre de l'Intérieur, bien muet, a manifesté une très grande indifférence. Nous avons révélé à Mediapart deux éléments qui auraient dû se trouver dans cette enquête de l'IGPN. D'abord, le rapport du commandant de la compagnie républicaine de sécurité appelé sur les lieux. Je le cite, « Je me refusais à l'utilisation de tout moyen lacrymogène pour éviter les mouvements de panique et les possibles chutes dans le fleuve ». En effet, c'est un article de Pascal Pasquariello qui est, vous dites, dans les annexes, en annexe du rapport, mais qui n'est pas dans le rapport lui-même et qui n'est surtout pas dans la fameuse synthèse. Et il n'a pas été entendu lui-même. Et il n'a pas été auditionné. Alors, ça veut bien dire que lui, commandant de CRS, savait que les mouvements de panique pouvaient être créés par les gaz lacrymogènes. Par ailleurs, il dit « J'ai vu quelle était cette foule, un peu éméchée, de fête. J'ai été leur parler. Je leur ai dit « Nous n'utilisons pas la violence ». Du coup, la tension est retombée et ils se sont dispersés. Ce qui est une façon de dire, de façon sous-entendue, que l'utilisation de la violence a provoqué les chutes. Deuxièmement, nous avons fait une autre révélation, toujours Pascal Pasquariello, il y a 2 ans. Et d'ailleurs, c'est ça qui est étonnant, c'était les mêmes commandants d'unités engagées de la sécurité publique. En 2017, même endroit, même fête de la musique, ils décident de ne pas intervenir. Repli tactique, parce qu'ils voient le danger. Donc, c'est vraiment ce rapport est ni fait ni à faire. Cela pose le problème que posent d'ailleurs des policiers eux-mêmes, pour leur honneur, de l'indépendance de l'IGPN. Comme le dit la patronne de l'IGPN, c'est vrai que je ne suis pas indépendante, je suis nommée par le ministre de l'Intérieur. Oui, elle dit ça, elle dit aussi que personne ne relit ces rapports avant qu'elle les signe. Oui, mais vous voyez bien comment on cherche son avancement. Regardez, nous avons fait une autre révélation cette année, je parle sur autre chose, les Gilets jaunes, cette promotion qui a été faite sur le maintien de l'ordre, la médaille du ministère de l'Intérieur donnée aux policiers, et comme par hasard, on trouve tous les policiers qui ont fait du zèle excessif dans le maintien de l'ordre, y compris celui de Nantes. Pour revenir donc sur Nantes, Edoui Plenel, donc d'après vous, malgré ces déclarations, ces explications des responsables de l'IGPN dans Libération, ce rapport cherche à couvrir les policiers clairement ? Mais il ne faut pas accabler les gens de l'IGPN. Il faut poser la question politique. Dans toute cette histoire qui nous vivons depuis des mois, les Gilets jaunes et finalement Steve, mais aussi Zineb Redouane à Marseille, mais aussi Geneviève Leguet à Nice, c'est la question de la façon dont le pouvoir politique, et j'ai été pendant 10 ans rubricard police, je sais comment ça marche le ministère de l'Intérieur, ils ont lâché les freins. Ils n'ont eu aucun message de retenue, aucun message de précaution, aucun mot de sensibilité. Et c'est ça qui... Pourquoi ? Où est Steve ? Puis justice pour Steve est-il si fédérateur ? Comme un élément qui, vous savez, le changement, à force ça s'accumule et tout d'un coup ça crée une autre situation. Parce que les gens ont bien senti ça. Et ce que cela exprime, et de ce point de vue les policiers en sont otages, nous avons, et c'est une surprise pour nous tous, nous avons un pouvoir politique qui, alors qu'il avait été élu sur la promesse d'un changement démocratique, il disait même une révolution démocratique profonde, de l'écoute de la société, est très violent par rapport à sa société. On va en parler. C'est la violence qu'on a vue sur les Gilets jaunes, c'est la violence vis-à-vis de la jeunesse, mais c'est aussi la violence vis-à-vis de la presse indépendante, vis-à-vis du travail légitime d'information de la presse. Avant de venir quand même à cette dimension politique, etc., la mort de Steve, il faut quand même s'y arrêter parce que ça suscite effectivement une incompréhension, une indignation.
c'est le gouvernement, précisément, qui a fait de cette synthèse de rapport l'élément censé apporter les réponses. Parce que les réponses, tout le monde en veut, sauf que ça n'est pas à l'IGPN de les apporter. C'est ce que nous disent d'ailleurs ses responsables tout au long de l'interview, finalement, accordée à Libération. Ça, c'est le travail de l'enquête judiciaire. L'enquête judiciaire, elle va prendre du temps. D'autant plus qu'il y a eu demande de dépaysement de la part des juges d'instruction. Je voudrais souligner ça, c'est un événement totalement inédit, que les juges, à peine saisis, demandent à être dessaisis. Pourquoi ? Parce qu'ils savent qu'il va falloir mettre en cause des gens avec qui ils travaillent ordinairement. La hiérarchie policière, la hiérarchie de la préfecture, la hiérarchie de la salle de commandement. Car c'est révélé cela. On voit qu'à la salle de commandement, on demande d'arrêter les tirs de lacrymogènes. Et ce n'est pas fait. Rendez-vous compte, il est 4h20, des jeunes un peu éméchés, faisant la fête de la musique. Et qu'est-ce que c'est ? Pourquoi ? Des gaz de lacrymogène, des tirs de LBD, un nombre massif en 20 minutes. Et tout ça, 14 sont tombés dans l'eau. Il n'y aurait pas eu quelques pompiers, des secouristes qui ont témoigné d'ailleurs, aussi, qui auraient été là. C'est pas un Steve qui aurait disparu. C'est beaucoup d'autres. Comment un jeune aujourd'hui, qui vient faire la fête, et Steve, on le voit, il aimait le théâtre, il aimait la vie, il aimait le bonheur, il aimait la poésie, il aimait la beauté, la bonté, et il meurt à cause de ce type de maintien de l'ordre. Et cette demande de dépaysement, vous dites c'est exceptionnel, c'est aussi une preuve que ça fonctionne bien, que justement la justice est indépendante. La justice indépendante se réveille, et c'est une bonne chose. Réveille, elle dormait ? Non, elle se réveille face à une justice non indépendante. Je vous rappelle, dans l'affaire de Nice, et y compris, il semble qu'il soit sanctionné, nous avons révélé à Nice comment le procureur de la République a couvert le mensonge sur le fait qu'il n'y aurait pas eu de charge et que Mme Leguet n'aurait pas été gravement blessée à cause d'une charge. Et vous savez ce qu'il a dit ? Qui rejoint ma question de la responsabilité du politique. J'ai fait ça pour protéger le président de la République. Pourquoi ? Parce que le président de la République lui-même avait proclamé un mensonge. Il avait dit il n'y a pas eu de charge. Il avait dit cette dame aurait dû rester chez elle. Faut-il rappeler au président de la République que le droit de manifester est un droit fondamental, que le droit d'exprimer une opinion divergente est un droit fondamental. Nous avons besoin, face à un tel pouvoir qui a un cours autoritaire, nous avons besoin de gardiens de la République. Dans le cas de Nice, et je voudrais le saluer, il y a eu un chef d'escadron de la gendarmerie qui a refusé, estimant que l'ordre, refusé de charger, que l'ordre qu'on lui donnait était un ordre illégal. Pourquoi ? Parce qu'il dit on a une foule pacifique et elle est petite, elle n'est pas violente, donc on peut la repousser tranquillement. Il n'y a pas besoin de charge. La charge, c'est un excès de violence. Je refuse cet ordre et il l'a noté dans le procès verbal. Et pour compléter, quand même, pour qu'on comprenne bien ce que vous disiez sur Geneviève Leguet, donc on a appris hier que le ministère de la Justice proposait la mutation du procureur de Nice, qui viendrait avocat général près la Cour d'appel de Lyon, donc ce qui est une mutation sanction, effectivement, selon toute vraisemblance, pour sa gestion de l'affaire Geneviève Leguet, cette militante blessée donc en mars lors d'une charge de la police contre un rassemblement des Gilets jaunes. Pour terminer sur cette affaire Steve à Nantes, donc Édouard Philippe, il aurait dû être plus mesuré, ne rien dire qui ressemble à une conclusion, en fait, et d'attendre la justice. Mais surtout, ce pouvoir aurait dû avoir d'abord des paroles d'apaisement. Encore une fois, ces violences policières qui sont documentées sur Mediapart depuis décembre, novembre, avec notre collègue David Dufresne, etc., jamais, encore une fois, il n'y a même pas eu une circulaire pour dire on ne frappe pas un manifestant à terre. Il n'y a jamais eu l'acceptation du débat sur ces lanceurs de balles de défense. Vous savez, Edoui Plenel, que le débat, la question, c'est l'usage légitime de la force. Et là encore, concernant Nantes, autant les responsables de l'IGPN laissent apercevoir quand même qui se disent c'était pas forcément une bonne idée d'y aller. Bon, mais une fois qu'ils y étaient, les policiers ont été la cible de jets de projectiles et à partir de ce moment-là, ils étaient dans l'usage légitime de la force. Et le discours du gouvernement, c'est ça aussi face aux Gilets jaunes, c'est ça, c'est de dire si les policiers sont agressés, les policiers sont autrement équipés, autrement protégés. Face à des jeunes, face à des gilets jaunes primo-manifestants. Encore une fois, l'usage de la force, c'est pas une réciprocité comme cela. Je rappelle souvent que l'état de droit, c'est pas le droit de l'État.
C'est le droit opposable à l'État. Je rappelle souvent, et je l'ai connu, ce préfet de police en mai 68 à Paris, monsieur Maurice Grimaud, haut fonctionnaire, résistant, serviteur de la République, qui a fait qu'il n'y a pas eu de mort à Paris, et ni d'immenses blessés graves. Pourquoi ? Il n'y a pas eu d'éborgnés à l'époque comme aujourd'hui, il n'y a pas eu de mâchoire fracturée. Pourquoi ? S'est adressé aux policiers. Il leur a dit, frapper un manifestant à terre, c'est se frapper soi-même. Quand on représente l'ordre, on a une responsabilité. Je le redis, la première responsabilité, elle est celle des politiques. Le maintien de l'ordre, l'usage de la force, comme vous le dites, n'est pas une discipline policière. C'est une discipline politique. Oui, mais il y a encore aujourd'hui en France des manifestations qui se passent bien, où ça ne dégénère pas. Donc ça veut dire aussi qu'il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas des policiers un pouvoir politique qui a envie de taper. Samedi encore à Nantes, il y a eu 2 moments bien distincts dans la journée. Il y a eu le matin le rassemblement en hommage à Steve, qui s'est bien passé. L'après-midi, la manifestation contre les violences policières, où ça a dégénéré. Et ce, malgré le fait que la famille, par la voix de son avocate, avait dit on ne veut pas justement de violence, on ne veut pas que notre deuil soit confisqué, et tout ça. Donc, il vaut toujours mieux éviter les violences. Encore une fois... Oui, mais donc il y a des fois où ça se passe bien. Mais bien sûr, mais il faut toujours mieux éviter les violences. Mais pour éviter les violences, il ne faut pas mettre de l'huile sur le feu. Il ne faut pas créer de ressentiment. Il ne faut pas créer d'aigreur. Il ne faut pas créer de colère. Encore une fois, la responsabilité du politique, elle est de savoir apaiser un pays, rassembler un pays. Nous avons eu, dans la dernière séquence, une immense morgue de la part de ce pouvoir, un manque d'écoute de la société. Je le redis, y compris nous, journalistes, nous le vivons. Nous sommes dans le cadre d'une loi républicaine, la loi de 1881, une presse libre et indépendante. Nous rendons compte de nos révélations. Les campagnes que nous subissons, depuis que ce pouvoir se sent fragile, depuis l'affaire Benalla, pourrait-on dire, elles sont indignes. Vous vous rendez compte que, quand même, après les révélations sur François de Rugy, ce gouvernement-ci, je dis juste ça, se prétendent défenseurs face à l'extrême droite. Ils vont utiliser un journal d'extrême droite qui défendait le grand remplacement, l'idéologie meurtrière. Vous parlez de valeurs actuelles, là ? Bien sûr, qui a fait l'idéologie meurtrière qui est au cœur des drames américains et avant en Nouvelle-Zélande. Et ils vont finalement dans les bras de l'extrême droite pour dénoncer une presse qui fait simplement son travail. Alors, on va parler de Mediapart et des critiques dont vous faites l'objet après. Je voulais juste terminer, puisque vous mettez en cause le pouvoir politique, puisque vous dites finalement, voilà, d'ailleurs votre dossier sur Mediapart sur la mort de Steve est intitulé La mort de Steve, la faute du pouvoir. Donc ça a le mérite d'être clair. Christophe Castaner muet, vous l'avez dit pendant l'intervention d'Édouard Philippe. Depuis, il a juste dit qu'il avait des questionnements sur l'usage des lacrymogènes lors de l'intervention à Nantes. Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, est-ce que lui doit s'exprimer aussi clairement sur cette affaire ? Sa responsabilité politique est totalement engagée. Mais c'est pas lui, c'est pas Beauvau qui a dit à Nantes, aller sur le quai, charger. C'est un contexte. Le maintien de l'ordre est un contexte. Je vous l'ai dit, à Nantes, il y a 2 ans, on se dit repli tactique. 2 ans après, on y va, on fonce dans le tas. Pourquoi ? Parce qu'on sent qu'on a le feu vert. On a le feu vert d'un pouvoir qui dit allez-y. On a M. Castaner qui fait la médaille du ministère de l'Intérieur où il récompense comme par hasard, tous les policiers qui ont été mis en cause dans des charges excessives. Et donc, nous avons un problème, encore une fois, qui est que ce ministre qui allait se goberger en boîte de nuit les samedis soirs de gilets jaunes est en même temps celui qui a poussé. Il ne faut pas accabler d'abord les policiers. Il faut accabler ceux qui leur ont dit allons-y. Bien sûr, ceux qui leur ont dit allez-y, tapez dans le tas. Je vous rappelle, vous savez, le préfet de police, monsieur Michel Delpuech, a été débarqué. Pourquoi ? Il refusait les LBD. C'est pas un gauchiste, ce préfet de police. C'est un vieux de la vieille. Et on le débarque pour mettre un préfet de police totalement zélé, qui est celui qui a fait gazer, vous vous souvenez, les jeunes sur le climat au pont de Sully, au bout de quelques minutes, qui reçoit, à tel point, on l'a révélé, que le commandant sur place tombe dans les pommes, tellement il y avait des lacrymogènes, des jeunes pour le climat. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire ça ? Edoui Plenel.
On change de sujet. Sur l'affaire François de Rugy, que vous avez donc sortie en juillet, est-ce que vous maintenez l'intégralité des informations publiées par Mediapart ? Oui, bien sûr. Le 29 juillet, François de Rugy s'est longuement expliqué sur BFM TV au micro d'Apolline de Malherbe. Il estime, lui, qu'il n'a pas démissionné pour une raison factuelle, puisqu'il estime que les faits lui donnent raison. Le blanchisse, il estime qu'il est victime d'une cabale, d'un lynchage. Et voici ce qu'il dit notamment de vous et de Mediapart. C'était donc le 29 juillet sur BFM TV. Mediapart, au-delà des articles qu'ils font, si vous les regardez d'ailleurs, ça saute aux yeux, à un projet politique. Ce projet politique, c'est l'idée que la démocratie représentative, ça ne vaut rien. Ce qu'il faut, c'est que entre le peuple et le pouvoir, il n'y a qu'un seul intermédiaire légitime à leurs yeux, c'est les médias et en l'occurrence surtout leur rédaction. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé au moment des Gilets jaunes. C'est exactement le fond de ce qui était dit par un certain nombre de gens à ce moment-là. Mediapart s'est fait d'ailleurs l'organe quasiment officiel des Gilets jaunes et M. Plenel est même allé faire un bain de foule dans une manifestation de Gilets jaunes. Edoui Plenel, Mediapart a un projet politique ? Mediapart est radicalement démocrate. Mediapart défend la démocratie. La démocratie, c'est pas simplement en effet avoir des élus, c'est aussi des pouvoirs, des contre-pouvoirs, des droits fondamentaux, des libertés fondamentales. Je vais vous donner un exemple tout simple pour dire ce qu'est Mediapart. Aujourd'hui même, sur votre antenne, vous avez beaucoup traité la question de la pollution au plomb à Notre-Dame. L'importance, la gravité de cette histoire. Qui a révélé cette histoire de santé publique ? Mediapart, le 4 juillet. Le déni des pouvoirs publics a été si long que ce n'est que le 18 juillet qu'il y a eu un mouvement, après qu'il y a eu au fond une sorte de refus de voir cette réalité. Aujourd'hui, ce scandale de santé publique est reconnu, tout le monde s'en occupe, le chantier a été interrompu, des écoles qui faisaient centre de vacances ont été fermées. Vous n'auriez rien su de cela sans Mediapart. Mediapart est au service de l'intérêt public. Je dis ça parce que nous voyons aujourd'hui des politiques qui, quand ils sont mis en cause, et quand ça arrivait à d'autres, ils applaudissaient Mediapart, quand ils sont mis en cause, en viennent à mettre en cause la démocratie, à ne plus savoir eux-mêmes ce qu'est la démocratie. Encore une fois, une presse libre et indépendante, c'est un droit fondamental des citoyens. Pour revenir sur François de Rugy, on ne va pas refaire toute l'affaire qui a été largement traitée et commentée. Vos révélations, on rappelle, juste portées sur plusieurs points, des dîners organisés à l'hôtel de la Sey lorsque François de Rugy était président de l'Assemblée nationale, des travaux réalisés dans son logement de fonction comme ministre, l'allocation d'un logement relevant du dispositif Célier social en Loire-Atlantique, et puis l'utilisation de frais de mandat pour payer une partie de sa cotisation à Europe Écologie Les Verts lorsqu'il était député. C'était à l'époque déconseillé mais pas interdit par l'Assemblée nationale, et François de Rugy aurait utilisé ce versement pour réduire le montant de son impôt, alors que les frais de mandat sont défiscalisés. Alors c'est un peu technique mais c'est important, d'autant plus qu'on considère que c'est ce point-là qui l'a poussé à la démission. En fin de semaine dernière, Capital a publié un article intitulé « Non, François de Rugy n'a pas fraudé le fisc avec son IRFM, ses frais de mandat ». Et l'article explique à avis d'imposition à l'appui que François de Rugy n'a pas inscrit cette somme en tant que don pour réduire le montant de son impôt. Est-ce que vous vous êtes trompé ? Non, pas du tout. Vous voyez, dans les contre-attaques de communication, y compris avec des médias un peu complaisants, relais de cette communication, on crée... Ça, vous savez pas qu'ils ont travaillé comme vous. Non, je maintiens ce que j'ai dit. Et vous savez, on est habitué au moment de l'affaire Cahuzac, on a eu droit à ça. Alors, répondez sur cette histoire. Je vous réponds très simplement. On essaye de démentir quelque chose que n'a pas dit Mediapart. Mediapart n'a jamais accusé de fraude fiscale. Je vous précise les choses. Mediapart a dit qu'il y avait une question fiscale qui se posait. Alors, je vais dire les choses très précisément. Qu'est-ce qu'on veut faire oublier là ? Il était, non pas soi-disant toléré, il était interdit, même si la loi a été plus précise après 2015, d'utiliser l'IRFM, de l'argent public, pour payer sa cotisation aux partis politiques. C'est précisé, je l'ai sous les yeux, dans un rapport de la Commission nationale des comptes de campagne et le financement de la vie politique en 2013. Vous savez, son président, François Laugereau, a considéré choquante la défense de M. Rugy, et je vais vous dire ce qu'il dit. Il dit, à l'époque, la Commission avait consulté les questeurs des deux assemblées, donc à l'époque où il fait ça, qui avait été formelle sur ce point. J'ai personnellement adressé ce rapport à tous les présidents de groupe, au président à l'Assemblée et au Sénat. Donc, en tant, écoutez-moi, de président de groupe EELV à l'Assemblée, François de Rugy ne pouvait ignorer cette règle. Le paiement d'une cotisation à un parti politique n'est pas un frais lié à un mandat. Mais donc je pour vais vous, plus loin. Ça, le problème, c'est pas l'histoire des impôts. Je vais vous expliquer la démission. C'est nos confrères du Monde qui l'ont rappelé. Il rappelle que, en effet,
cette pratique est considérée illégale de longue date. Et ils disent, c'est sur la base de la loi de 88. 88, c'est loin, sur le financement des partis politiques. Et ils disent, ne pas le faire l'inverse, ça, c'est un manquement à un article qui peut aller jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 €. Ils rappellent qu'en l'occurrence, ce n'est pas prescrit. Et la question qu'on pourrait se poser, le parquet qui est si prompt à ouvrir toutes sortes d'enquêtes préliminaires, y compris quand Mediapart fait des révélations dans l'affaire Benalla, il ne fait pas d'enquête préliminaire là. Il y a lieu à enquête là, d'après vous, dans l'affaire Rugy ? Mais il faut clarifier tout ça. En l'occurrence, M. de Rugy, il démissionne parce qu'il sait bien qu'il y a un problème, qui, évidemment, est confirmé par le fait qu'il dit Urbi et Orbi, j'ai remboursé. Mais s'il a remboursé, c'est donc bien qu'il y avait un problème. Et par ailleurs, cet argent public, c'est pas un prêt sans intérêt, c'est pas une avance en trésorerie. Merci Edouard Plenel d'être venu ce matin sur RMC BFM TV. Bonne journée à vous, il est 8h57.